l'an 82 avant notre ère, le mois de novembre. Rome, la ville éternelle, était figée dans une paralysie glaciale plus effrayante que n'importe quel cri. Sur le forum, au pied des rostres, là où pendant des siècles avaient résonné les voix qui défendaient la liberté, régnait désormais un silence de mort. Sur un tableau de bois blanchi, des noms sont tracés à l'encre rouge, sang, encore fraîche. Et en dessous, un prix. Ce n'est pas une liste de marchandises sur un marché. C'est la première liste de proscription. La liste de ceux qui sont déclarés hors la loi. La liste des condamnés à mort sans procès. Les gens s'approchent du tableau. Des hommes en toge, dont les ancêtres ont fondé cette république, scrutent les lettres, et leurs visages deviennent gris comme la cendre. Ils cherchent leur nom. Le nom de leur frère, de leur père, de leur voisin. Trouver son nom, c'est recevoir un arrêt de mort. Ne pas le trouver, c'est obtenir un sursis, car demain, il y aura une nouvelle liste. Et après-demain, quiconque tue un proscrit recevra une récompense du trésor public. Quiconque l'abrite prendra sa place sur la liste suivante. Les têtes des tués sont apportées et déposées aux pieds de celui qui a ordonné cela, et lui, les examinant attentivement, lâche parfois qu'il ne connaît pas celui-ci. La ville s'est transformée en un abattoir. Les délateurs murmurent aux oreilles des centurions. Les chasseurs de têtes rôdent dans les rues. Les fils trahissent leur père pour un héritage. Les esclaves leur maîtres pour la liberté. Les riches sont tués non pas pour leurs opinions politiques, mais pour leurs villas et leurs jardins. La République, bâtie pendant des siècles sur la loi, le droit et la vertu civique, s'étouffe dans son propre sang par la volonté d'un seul homme. Son nom, Lucius Cornelius Sylla. Il vient de remporter la victoire dans la plus terrible guerre civile que Rome ait jamais connue. Il est revenu d'Orient, où il écrasait les ennemis de la République, pour devenir son ennemi le plus redoutable et, comme il l'affirmait lui-même, son unique sauveur. Le Sénat, tremblant d'effroi, lui a conféré un pouvoir sans précédent, le proclamant dictateur pour écrire les lois et renforcer la République pour une durée illimitée. Lui, le maître absolu. Sa volonté est la loi, sa parole, la mort. Il porte le surnom de Félix, le bienheureux, le favori de la fortune. Et en regardant le chaos sanglant qu'il a déchaîné, il est difficile de savoir si c'est la chance des dieux ou la malédiction des enfers. Qui est-il, cet homme aux yeux bleus perçants et au visage que ses ennemis comparaient à une mûre saupoudrée de farine? Un sauveur tentant par une chirurgie des plus brutales de guérir une république mortellement malade? Ou un tyran dont les ambitions et la cruauté ont ouvert la voie à Jules César et à la chute de cette même république? Pour répondre à cette question, nous nous rendrons au cœur même de la crise de la République romaine. Nous devrons parcourir le chemin depuis les ruelles sordides de Suburée jusqu'au sommet du pouvoir, des déserts africains aux Alpes enneigées, d'Athènes pillées à une Rome baignée de sang. C'est une histoire de pouvoir, de trahison, de génie et de cruauté monstrueuse. C'est l'histoire d'un homme qui a réduit la République en cendres pour tenter de la faire renaître. C'est l'histoire de Lucius Cornelius Sylla. Avant que Sylla lui-même n'entre en scène, nous devons comprendre le monde qu'il a engendré. Car aucun homme, aussi grand ou terrible soit-il, n'est jamais le créateur de son époque à partir de rien. Il est le produit des forces qui ont été mises en mouvement bien avant sa naissance. Et l'époque dans laquelle Lucius Cornelius Sylla est né était une époque de crise systémique des plus profondes. La République romaine de la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère était un colosse aux pieds d'argile. En apparence, elle avait atteint une puissance sans précédent. Carthage était détruite, la Macédoine et la Grèce étaient soumises. Le pouvoir de Rome s'étendait de l'Hispanie à l'Asie mineure. La Méditerranée était devenue un lac intérieur romain. Des richesses incalculables, de l'or, des esclaves, des œuvres d'art affluaient vers la ville. Mais sous cette enveloppe brillante se cachait une maladie mortelle qui rongeait les fondements mêmes de la société romaine.
La base de la puissance de la Rome primitive était de l'armée, et la base de l'armée, le paysan libre propriétaire de sa terre. Chaque citoyen possédant une petite parcelle de terre était tenu de servir dans la Légion. C'était une armée de citoyens se battant pour leur terre, pour leur patrie. Mais les guerres incessantes que Rome mena pendant des siècles détruisirent cette classe sociale. Les paysans passaient des années, voire des décennies en campagne. Leurs terres en Italie tombaient en friche. Leurs familles s'endettaient. Au même moment, de riches sénateurs et des nouveaux riches qui s'étaient enrichis grâce au butin de guerre et aux contrats publics commencèrent à racheter ces parcelles abandonnées pour une bouchée de pain. Ils créèrent d'immenses domaines, les latifondia, qui étaient cultivés par le travail de centaines et de milliers d'esclaves bon marché qui affluaient en Italie depuis les terres conquises. Le travail libre ne pouvait concurrencer le travail servile. Les paysans se ruinèrent en masse. En perdant leurs terres, ils perdaient aussi le droit de servir dans l'armée et le droit de vote. Des masses énormes de ces citoyens sans terre et dépossédés affluèrent à Rome. La ville se gonflait, se transformant en une gigantesque métropole, pleine de pauvres, de chômeurs et de gens aigris. Ce prolétariat urbain, compté par tête, n'avait rien d'autre que ses enfants et sa voix aux assemblées du peuple. Ils vivaient de distribution et étaient prêts à vendre leur vote à tout politicien qui leur promettrait du pain et des jeux. Ils devinrent la matière inflammable de toute explosion sociale. L'armée se dégradait. Il devenait de plus en plus difficile de recruter des légions parmi les citoyens censitaires. La République, dont la puissance reposait sur la guerre, risquait de se retrouver sans soldats. Le système politique, créé pour gérer une petite cité-État, ne parvenait plus à administrer un immense empire. Le pouvoir était concentré entre les mains d'un groupe restreint de familles aristocratiques qui composaient le Sénat. Elles gardaient jalousement leurs privilèges, s'enrichissaient en gouvernant les provinces et bloquaient toute tentative de réforme. C'est dans cette atmosphère tendue, en l'an 133 avant notre ère, que surgit une figure qui traça la première ligne de sang dans l'histoire des guerres civiles à venir. Il s'appelait Tiberius Sempronius Gracchus. Issu de la plus noble des familles plébéiennes, il fut élu tribun de la plèbe et proposa une loi agraire. Son essence était simple, limiter la taille des terres publiques détenues par un seul individu et redistribuer les surplus aux citoyens sans terre. Pour le Sénat, c'était inouï. C'était une atteinte à leur propriété, au fondement de leur puissance. Ils utilisèrent tous les leviers pour bloquer la loi. Mais Tiberius, s'appuyant sur le soutien de la foule urbaine, força le passage, violant des traditions séculaires. Finalement, le jour des élections pour un nouveau mandat, un massacre eut lieu sur la colline du Capitole. Un groupe de sénateurs et leurs partisans, armés de pieds de banc, massacrèrent Tiberius Gracchus et 300 de ses partisans, et leurs corps furent jetés dans le Tibre. Pour la première fois depuis des siècles, le sang citoyen coulait dans les rues de Rome. La lutte politique était passée de la salle des délibérations à la place publique. 10 ans plus tard, son jeune frère, Caius Sempronius Gracchus, tenta de reprendre l'œuvre de son aîné. Il était un politicien encore plus radical et talentueux. Non seulement il relança la réforme agraire, mais il fit passer toute une série de lois visant à affaiblir le pouvoir du Sénat. Une loi sur la vente de blé à prix réduit pour les pauvres, une loi transférant les tribunaux des sénateurs aux chevaliers, le deuxième ordre de la noblesse, et il proposa même d'accorder le droit de cité romain aux Italiens, les peuples alliés de l'Italie. C'en était trop. Le Sénat vit en lui une menace à son existence même. 121 avant notre ère, pour la première fois de l'histoire, une résolution sénatoriale d'urgence fut adoptée, déclarant de fait Caius Gracchus ennemi de l'État et conférant des pouvoirs dictatoriaux au consul. Sur la colline de l'Aventin, où Caius et ses partisans s'étaient retranchés, une véritable bataille se déroula.
Caius Gracchus, ne voulant pas tomber aux mains de ses ennemis, ordonna à son esclave de le tuer. S'ensuivit un véritable massacre, au cours duquel 3000 Gracques périrent. La mort des frères Gracques fut un point de non-retour. Ils n'avaient pas réussi à résoudre les problèmes de la République, mais ils avaient divisé la société romaine en deux. À partir de ce moment, toute la vie politique de Rome se transforma en une lutte acharnée entre deux partis, ou plus précisément, deux idéologies politiques. Les optimates, les meilleurs, étaient le parti de l'aristocratie sénatoriale. Ils défendaient la préservation de l'ordre traditionnel, la suprématie du pouvoir du Sénat, leurs privilèges. Ils se considéraient comme les gardiens des mœurs des ancêtres. Leurs adversaires étaient les populares, le parti du peuple. C'étaient des politiciens, souvent eux-mêmes issus de l'aristocratie, qui construisaient leur carrière en faisant appel au peuple, à l'assemblée du peuple, en contournant le Sénat. Ils prônaient des redistributions de terres, l'annulation des dettes, l'extension des droits civiques. Leur méthode était souvent démagogique et violaient les traditions, mais ils soulevaient des problèmes réels que les optimates préféraient ignorer. La République se transforma en un champ de bataille entre ces deux forces. L'assassinat devint un argument politique. La violence devint la norme. C'est dans ce monde fracturé, fiévreux, gros d'une guerre civile qu'en l'an 138 avant notre ère, dans la famille appauvrie mais noble de l'agent Cornelia, naquit un garçon nommé Lucius. Il était patricien par le sang, mais son éducation et son mode de vie feront de lui un étranger parmi les meilleurs. Il apprendra à parler au peuple comme un populaire, mais à penser comme le plus extrême des optimates. Le destin le préparait à être celui qui mènerait cette lutte mortelle à son dénouement sanglant. Tandis que de grandes tempêtes secouaient Rome, dans le silence, loin de l'éclat de la curie sénatoriale et du bruit du forum, grandissait le garçon destiné à devenir à la fois le sauveur et le fossoyeur de la République. Son nom complet était Lucius Cornelius Sulla, et son origine fut le premier des nombreux paradoxes de sa vie. L'agent Cornelia était l'une des plus anciennes et des plus nobles familles patriciennes de Rome. Elle avait donné à la République plus de consuls et de généraux que n'importe quel autre. Mais la branche à laquelle appartenait Sylla était depuis longtemps en déclin. Ses ancêtres, en quelques générations, avaient dilapidé toute leur fortune et leur influence politique. L'arrière-arrière-grand-père de Sylla avait été expulsé du Sénat pour avoir possédé plus de vaisselle d'argent que ne l'autorisait la loi sur le luxe. La famille de Sylla était pauvre. Ils ne vivaient pas sur la colline du Palatin parmi l'aristocratie de naissance, mais dans des insulae bon marché, des immeubles de rapport, quelque part à la lisière de Subur, le quartier le plus malfamé, le plus bruyant et le plus dangereux de Rome. Cette pauvreté laissa une profonde empreinte sur son caractère. Il était patricien de nom, mais presque prolétaire par son mode de vie. Dès son enfance, il ne vit autour de lui non pas de majestueux sénateurs, mais des marchands, des artisans, des acteurs, des étahirs et toute la racaille qui peuplait les bas-fonds de Rome. Il ne reçut pas l'éducation brillante qui était de mise pour les rejetons des grandes familles. Au lieu de cela, il passait son temps en compagnie d'acteurs, de danseurs et de mimes. Il s'y connaissait parfaitement en théâtre, aimait les banquets, le vin et les femmes. Les auteurs anciens, en premier lieu Plutarque, nous brossent le portrait d'un jeune Sylla insouciant, un viveur qui ne s'intéressait ni à la politique ni à la guerre. Il était beau, mais son apparence était inhabituelle. Il avait des yeux bleus perçants et des cheveux roux dorés, ce qui était rare chez les Romains. Son caractère était complexe et contradictoire. Il pouvait être un interlocuteur charmant et spirituel, un ami généreux, mais sous ce masque se cachait un esprit froid et calculateur, une ambition sans bornes et une cruauté dissimulée pour un temps. C'était un cynique, qui ne croyait ni aux hommes ni aux idéaux. Mais il croyait en deux choses, en la déesse Fortune, sa protectrice, et en lui-même. Sa jeunesse est une page blanche remplie seulement d'anecdotes d'une authenticité douteuse.
On sait qu'il hérita d'une petite fortune de sa nourrice et d'une autre, plus importante, d'une riche affranchie grecque nommée Nicopolis, qui fut sa maîtresse et, charmée par sa beauté et son charisme, lui légua tous ses biens. C'est cet argent, et non sa noble origine, qui lui ouvrit la voie de la haute politique. À Rome, il existait ce qu'on appelait le cursus honorum, la succession de charges publiques que tout politicien ambitieux devait suivre. Chaque charge exigeait un certain âge et un certain sens. Sans argent, il était impossible de commencer une carrière. Et voilà qu'à l'âge de 30 ans environ, Sylla, jusqu'alors connu seulement dans les cercles théâtraux et bohèmes, décida soudain de se lancer dans la course. En 107 avant notre ère, il fut élu au premier échelon de cette échelle, la questure. Le questeur était l'assistant d'un magistrat supérieur, consul ou préteur, pour les affaires financières. Il devait partir en province ou à la guerre avec son supérieur. Et c'est là que le sort, qui à Rome était considéré comme la volonté des dieux, le mit en présence de l'homme qui deviendra son maître, son rival et son ennemi mortel. Cet homme était Caius Marius. La nomination de Sylla comme questeur de Marius fut accueillie à Rome avec un sourire moqueur. Caius Marius était tout le contraire de Sylla. C'était un homme nouveau, d'une famille modeste d'une ville de province, Arpinum. C'était un soudard rude et fruste, qui méprisait l'aristocratie efféminée, la culture grecque et tout ce que Sylla incarnait. Marius était le chef des populares, le héros du peuple simple. Et voilà qu'à ce rude guerrier, on envoyait comme assistant un aristocrate efféminé, connu pour ses beuveries et ses liaisons avec des acteurs. Tout le monde s'attendait à ce que Marius se débarrasse rapidement d'un subordonné aussi inutile. Mais Sylla se révéla moins simple qu'il n'y paraissait. Plongé dans l'atmosphère rude du camp militaire, il se métamorphosa instantanément. La paresse et l'insouciance disparurent. Il se montra un organisateur énergique, consciencieux et incroyablement capable. Il se liait facilement avec les simples soldats, partageait avec eux la nourriture et les difficultés de la vie de campagne, plaisantait et buvait avec eux, mais savait en même temps être un commandant exigeant et dur. Il gagna rapidement leur affection et leur respect. Même le sévère Marius, à sa grande surprise, dut reconnaître les talents de son jeune questeur. Le destin les préparait à leur première épreuve commune. L'armée de Marius partait pour l'Afrique pour mettre fin à la guerre interminable et honteuse pour Rome contre le roi numide Jugurtha. Personne ne savait encore que c'est dans les sables brûlants de la Numidie que le noceur d'hier, Sylla, accomplirait son premier exploit, qui lui apportera la gloire et sèmera en même temps les graines d'une haine mortelle qui, 20 ans plus tard, noiera Rome dans le sang. La guerre dans laquelle Marius et son questeur Sylla se plongèrent était sale et humiliante pour les armes romaines. La guerre de Jugurtha, qui traînait depuis l'an 112 avant notre ère, était devenue le symbole de la corruption et de l'incompétence de l'aristocratie sénatoriale. Jugurtha, petit-fils du fidèle allié de Rome, Massinissa, s'était emparé du trône de Numidie en éliminant ses cousins. Il se comportait avec audace, ignorant les ordres de Rome, car il savait qu'au Sénat, tout s'achetait. Il soudoyait les sénateurs et les généraux, et ceux-ci fermaient les yeux sur ses crimes. Lorsque Rome fut finalement contrainte de déclarer la guerre, les armées romaines, dirigées par des aristocrates incompétents et avides, subirent défaite sur défaite. L'indignation publique était immense. C'est sur cette vague que, contrairement à toutes les traditions, l'homme nouveau Caius Marius fut élu consul. On lui confia la mission d'en finir avec Jugurtha et de laver la honte du nom de Rome. Marius mena sa célèbre réforme militaire. Comme les citoyens censitaires manquaient pour le recrutement, il commença, pour la première fois de l'histoire, à enrôler dans les légions tous les volontaires, même les prolétaires sans terre, leur promettant une solde de l'État et une parcelle de terre après leur démobilisation. Cette mesure eut des conséquences colossales.
L'armée cessa d'être une milice citoyenne et commença à se transformer en une force professionnelle et mercenaire, dévouée non pas tant à la République qu'à son général chanceux et généreux. C'étaient les soldats de Marius et plus tard, les soldats de Sylla, les soldats de Pompée, les soldats de César. Arrivé en Afrique, Marius agit avec détermination. Il réorganisa l'armée, instaura une discipline de fer et infligea plusieurs défaites à Jugurtha. Mais la guerre s'éternisait. Le roi numide était un maître de la guérilla. Il évitait les grandes batailles, épuisant les Romains par des raids soudains de sa cavalerie légère, puis disparaissant dans les déserts et les montagnes infinies. Il devint clair qu'on ne le prendrait pas par la force des armes. On ne pouvait vaincre Jugurtha que par la ruse. Et c'est là que le questeur Lucius Cornelius Sylla entra en scène. Tandis que Marius menait les opérations militaires, Sylla s'occupait du ravitaillement, du renseignement et de la diplomatie. C'est à lui que fut confiée la mission la plus dangereuse et la plus délicate. Le principal allié de Jugurtha était son beau-père, le roi de Maurétanie, Bocchus. Marius comprit que la clé de la victoire était la trahison de Bocchus. Il fallait convaincre le roi mort de livrer son gendre aux Romains. C'était une mission quasi suicidaire. Se rendre dans le camp d'un roi barbare qui pouvait à tout moment changer d'avis et livrer les émissaires à Jugurtha pour qu'il les fasse torturer, cela demandait un courage et un sang-froid immenses. Sylla se porta volontaire. Accompagné d'un petit détachement, il s'enfonça en territoire hostile. En chemin, il faillit tomber dans une embuscade tendue par Jugurtha lui-même, mais son sang-froid et sa chance le sauvèrent. Finalement, il arrive au camp de Bocchus. De longues et pénibles négociations commencèrent. Bocchus hésitait. Il craignait à la fois les Romains et Jugurtha. Il tentait de les monter l'un contre l'autre, menant un double jeu. C'est là que Sylla manifesta ses talents diplomatiques exceptionnels. Il flattait, persuadait, menaçait. Il réussit à gagner la confiance et même la sympathie du roi barbare. Finalement, Bocchus se trouva face à un choix, trahir son gendre et devenir l'ami du peuple romain, ou trahir les Romains et partager le sort du vaincu avec Jugurtha. Sylla le poussa vers la bonne décision. Un piège astucieux fut élaboré. Bocchus invite Jugurtha à des pourparlers, prétendument pour discuter d'actions communes contre les Romains. Lorsque Jugurtha, sans armes, arriva à la rencontre, il fut capturé par les guerriers de Bocchus et livré à Sylla. Ce fut un triomphe. La guerre, qui durait depuis des années, était terminée par un seul coup diplomatique audacieux et risqué. Sylla livra personnellement le roi numide enchaîné au camp de Marius. Toute la gloire de la victoire, de droit du commandant en chef, revint à Marius. Il célébra à Rome un magnifique triomphe, au cours duquel Jugurtha, humilié, fut promené enchaîné devant son char, puis affamé à mort dans une prison souterraine. Marius devint le sauveur de Rome, le plus grand général de son temps. Mais tout Rome savait qui avait réellement capturé Jugurtha. Les amis de Sylla, principalement des aristocrates optimates, ne manquaient pas une occasion de piquer Marius. Ils exaltaient l'exploit de Sylla, insinuant que c'était lui, et non Marius, qui avait véritablement mis fin à la guerre. Sylla lui-même, peu modeste de nature, se fit faire une bague sigillaire sur laquelle était gravée la scène de la remise de Jugurtha par Bocchus à Sylla. Il porta cette bague jusqu'à la fin de sa vie, sans jamais l'enlever. Pour Marius, ce fut comme une gifle. Lui, l'homme nouveau, qui avait tout obtenu par sa sueur et son sang, voyait comment un jeune parvenu aristocratique tentait de lui voler une partie de sa gloire. Il commença à éprouver pour Sylla une aversion sourde, mêlée d'envie. Sylla, de son côté, se sentait lésé. Il estimait mériter une plus grande reconnaissance. Ainsi, à l'ombre de l'arc de triomphe de Marius, naquit une fissure qui, avec le temps, se transformera en un abîme qui engloutira la République. Un seul exploit fit de l'un le héros de tout le pays, et de l'autre,
l'idole de l'aristocratie. Ils combattront encore côte à côte, mais désormais, ils n'étaient plus de simples compagnons d'armes, mais des rivaux. Leurs chemins commencèrent à diverger, et chaque pas ne fera que les éloigner l'un de l'autre, les menant à un affrontement inévitable. Et sur Rome, de nouveaux nuages s'amoncelaient, bien plus effrayants que la cavalerie numide. Du nord déferlait un déluge barbare. À peine Rome avait-elle célébré la victoire sur Jugurtha qu'une nouvelle menace, d'une ampleur inédite, s'abattit sur ses frontières septentrionales. Des étendues glacées de la péninsule du Jutland, des peuples entiers, les tribus des Cimbres et des Teutons, se mirent en marche. Ce n'était pas une simple armée, c'était une grande migration. Des centaines de milliers de guerriers, de femmes, d'enfants sur des chariots grinçants déferlaient lentement vers le sud, balayant tout sur leur passage. Les auteurs anciens les décrivent avec horreur, des géants de haute taille, blonds, aux yeux bleus, sauvages, féroces au combat et ne connaissant aucune pitié. Pour Rome, habituée aux guerres contre des monarchies hellénistiques civilisées ou des Numides pratiquant la guérilla, ce fut un choc. C'était le spectre de l'invasion gauloise de 390 avant notre ère, lorsque les barbares avaient incendié Rome. La peur, qui dormait dans la mémoire génétique des Romains, se réveilla, et cette peur était plus que justifiée. L'une après l'autre, les armées romaines envoyées à la rencontre des barbares furent anéanties. En 113 à Noreia, en 109 en Gaule, en 107, où un consul fut tué. L'apogée de la honte et de l'horreur fut la bataille d'Arausio en 105 avant notre ère. En raison de la rivalité entre deux généraux romains, un aristocrate et un homme nouveau, l'armée romaine fut divisée et complètement anéantie. Selon diverses estimations, entre 80 000 et 120 000 soldats et auxiliaires romains périrent. Ce fut la plus terrible défaite depuis Cannes. L'Italie était sans défense. La voie de Rome était ouverte. À Rome, la panique régnait. Tout le monde comprenait qu'un seul homme pouvait sauver la République, Caius Marius, en violation de toutes les lois, car on ne pouvait être consul 2 fois de suite et on ne pouvait être élu par contumace. Il fut, alors qu'il se trouvait encore en Afrique, élu consul pour l'an 104, puis pour 103, pour 102, pour 101 et pour l'an 100. 5 fois de suite, du jamais vu dans l'histoire de Rome. La République, terrifiée par l'ennemi extérieur, se livrait elle-même à un seul homme, créant un précédent de pouvoir personnel. Marius se mit au travail avec son énergie coutumière. Il profita des quelques années de répit que lui offrirent heureusement les barbares, les Cimbres étant partis piller l'Hispanie et les Teutons, la Gaule, pour créer une nouvelle armée sur la base de sa réforme. Ce n'était plus l'ancienne milice citoyenne, mais une machine à tuer professionnelle, parfaitement entraînée et standardisée. Et dans cette nouvelle armée, il y eut de nouveau une place pour Lucius Cornelius Sylla. Malgré leur animosité croissante, Marius ne pouvait s'empêcher d'apprécier les talents militaires et organisationnels de Sylla. Sylla servit sous ses ordres comme légate, puis comme tribun militaire. Il participa aux dures campagnes dans les Alpes, combattit les tribus germaniques. Il se montra de nouveau un commandant courageux et habile. Dans une escarmouche, il écrasa la tribu des Tectosages et captura leur chef. Sa popularité au sein de l'armée et de l'aristocratie continuait de croître. Marius, qui suivait jalousement ses succès, finit par ne plus le supporter. Il commença à reléguer Sylla à des rôles secondaires, lui confiant des missions moins importantes. Sylla, offensé, ne le toléra pas. En 102 avant notre ère, il passa au service de l'armée du second consul, Quintus Lutatius Catulus, un aristocrate optimate chargé de défendre les passages alpins en Italie du Nord. Ce fut une rupture ouverte avec Marius. Sylla avait définitivement fait son choix en faveur du parti des optimates. Catulus, contrairement à Marius, était un général indécis.
Lorsque l'immense horde des Cimbres déferla à travers les Alpes, il se retira en panique, laissant sans défense toute la vallée du Pô. Seul Sylla, avec son détachement, fit preuve de fermeté et réussit à organiser le ravitaillement de l'armée, la sauvant de la famine. La bataille décisive devait avoir lieu. En 102 avant notre ère, Marius rencontra les Teutons à Aquae Sextiae, l'actuel Aix-en-Provence, et les anéantit complètement. Et 1 an plus tard, en 101, les armées combinées de Marius et de Catulus affrontèrent les Cimbres dans la grandiose bataille de Vercellae. La bataille fut monstrueuse. Plutarque décrit comment les barbares, s'enchaînant les uns aux autres pour ne pas rompre la ligne, marchaient à l'attaque. La discipline et la tactique romaine l'emportèrent. Les Cimbres furent écrasés et presque entièrement exterminés. Les femmes, voyant la défaite, tuèrent leurs enfants, puis se suicidèrent pour ne pas tomber en esclavage. Le déluge barbare était arrêté. Rome était de nouveau sauvée. Toute la gloire revint une fois de plus à Marius. On le proclama 3e fondateur de Rome, après Romulus et Camille. Le rôle de Catulus et, à plus forte raison, de son subordonné Sylla fut minimisé. Mais cette fois, l'aristocratie n'avait pas l'intention de se taire. Catulus et ses partisans soulignèrent par tous les moyens que la victoire était commune, et que c'est Sylla qui avait joué un rôle clé au moment décisif de la bataille, en commandant la cavalerie sur le flanc droit. La rivalité entre Marius et Sylla atteignit un nouveau niveau. Elle cessa d'être une animosité personnelle pour devenir le reflet de la lutte entre 2 partis, les populares et les optimates. Marius était l'étendard du peuple, Sylla, l'étoile montante de l'aristocratie. Ils étaient comme 2 pôles chargés, entre lesquels la tension augmentait. Tant qu'ils avaient un ennemi extérieur commun, cette tension était contenue. Mais l'ennemi était anéanti, et maintenant, les 2 plus grands généraux de Rome tournaient leurs regards l'un vers l'autre. Et sous leurs pieds, toute l'Italie couvait. Un nouveau conflit, encore plus terrible, était inévitable. Il semblait qu'après la déroute des barbares, Rome pouvait souffler. Mais la maladie qui rongeait la République n'avait pas disparu. Au contraire, elle n'avait fait que s'aggraver. Marius, 6 fois consul et sauveur de la patrie, tenta d'utiliser son autorité colossale dans la lutte politique. Mais il était un général de génie et un piètre politicien. En lançant avant notre ère, il s'allia à des populaires radicaux, le tribun de la plèbe Saturninus et le préteur Glossia, qui déclenchèrent à Rome une véritable terreur, faisant passer leurs lois à l'aide de bandes de rue. Cela se termina par une nouvelle résolution sénatoriale d'urgence, et Marius, en tant que consul, fut contraint de réprimer lui-même, de ses propres mains, la sédition de ses anciens alliés. Cet épisode sapa sa réputation tant auprès des populaires que des optimates. La carrière politique de Marius semblait terminée. Il se retira dans l'ombre, partant pour l'Orient. Pour Sylla, c'était une chance de se mettre en avant. Après la guerre contre les Cimbres, il fut enfin élu à la charge de préteur. Après sa préture, en 96 avant notre ère, il fut envoyé comme gouverneur en Cilicie, une province d'Asie mineure. C'est là qu'il se révéla pour la première fois comme un général et un diplomate autonome sur la scène internationale. On lui confia la mission de restaurer sur le trône de Cappadoce le roi Ariobarzane, allié de Rome, qui avait été chassé par le puissant roi du Pont, Mithridate VI Eupator. Sylla, avec un petit détachement, écrasa l'armée arménienne, alliée de Mithridate, et accomplit sa mission. C'est là, sur les rives de l'Euphrate, qu'eut lieu une rencontre emblématique. Une ambassade du roi des Parthes se présenta à Sylla. Ce fut le premier contact officiel entre les 2 grandes puissances, Rome et la Parthe. Sylla, en recevant les ambassadeurs, s'assit sur une chaise curule placée entre les sièges de l'ambassadeur parthéen et du roi Ariobarzane, marquant ainsi symboliquement la suprématie de Rome. L'un des devins chaldéens, qui faisait partie de la suite des ambassadeurs, regardant Sylla,
déclara que cet homme était destiné à mourir au sommet de la gloire et de la puissance. Sylla, superstitieux jusqu'au bout des ongles, se souvint de cette prédiction toute sa vie. De retour à Rome, il se retrouva au centre d'une nouvelle vague d'affrontements avec Marius. Le roi Bocchus, voulant plaire aux deux, envoya à Rome un don, un groupe sculptural représentant la scène de la capture de Jugurtha. Marius fut furieux. Il y vit une nouvelle insulte et une tentative de Sylla de s'attribuer sa victoire. L'affaire faillit dégénérer en un affrontement ouvert entre leurs partisans. Mais c'est alors que le tonnerre gronda, faisant oublier à tous les querelles intestines. En 91 avant notre ère, toute l'Italie s'embrasa. Commença la guerre sociale, la guerre la plus terrible et la plus sanglante de l'histoire de la République avant l'ère des guerres civiles. Les Italiens, les peuples alliés de Rome, Samnites, Marses, Lucaniens et autres, combattaient depuis des siècles dans les légions romaines, versant leur sang pour Rome, mais n'avaient pas le droit de citer romain. Ils étaient des sujets et non des citoyens. Ils ne pouvaient pas participer à la vie politique, n'étaient pas protégés par la loi romaine, et leurs terres étaient confisquées au profit des colons romains. Toutes les tentatives de résoudre pacifiquement cette question échouèrent. L'assassinat du tribun de la plèbe Marcus Livius Drusus, qui avait proposé d'accorder la citoyenneté aux Italiens, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les Italiens se révoltèrent, ce fut une guerre à mort. Ils créèrent leur propre confédération avec une capitale à Corfinium, qu'ils rebaptisèrent Italica, leur propre sénat et leur propre consul. Ils frappèrent monnaie à l'effigie du taureau italien en cornant la louve romaine. C'était d'excellents guerriers, entraînés sur le modèle romain. Pour Rome, ce fut une catastrophe. La République fut contrainte de faire appel à tous ses meilleurs généraux. Et le vieux Marius, et le jeune Cnaeus Pompeius Strabo, père du futur Pompée le Grand, et, bien sûr, Lucius Cornelius Sylla. C'est dans cette guerre que Sylla se révéla définitivement comme un grand général, tandis que Marius agissait avec prudence et d'indécision, car peut-être les années commençaient-elles à peser, ou peut-être sympathisait-il secrètement avec les Italiens. Sylla était l'incarnation de l'énergie, de l'audace et de la cruauté. Il commandait les troupes sur le front le plus dangereux, le front sud contre les Samnites, les ennemis les plus acharnés et les plus obstinés de Rome. Il remportait victoire sur victoire. Il prenait d'assaut des villes, écrasait les armées italiennes en rase campagne. Il était impitoyable envers l'ennemi, mais attentionné envers ses soldats. Il l'idolâtrait. Il voyait en lui l'incarnation de la chance. Les soldats le surnommèrent même Félix. Ce surnom lui colla à la peau pour toujours. Pendant le siège de Pompéi, il accomplit un exploit pour lequel il fut décoré de la plus haute distinction militaire de Rome, la couronne d'herbe. Cette couronne était décernée à un général qui avait sauvé toute une armée de l'anéantissement, et elle était faite de l'herbe cueillie sur le champ de bataille. C'était une récompense plus rare et plus honorable qu'un triomphe. Finalement, les Romains comprirent qu'ils ne pourraient pas gagner la guerre par la seule force militaire. Ils firent des concessions. En 90 et 89, des lois furent adoptées accordant la citoyenneté romaine d'abord aux Italiens qui étaient restés fidèles, puis à tous ceux qui déposeraient les armes. Cela divisa les rangs des insurgés. La guerre déclina, bien que des poches de résistance, en particulier dans le Samnium, subsistassent encore. La guerre sociale eut des conséquences colossales. Elle acheva le processus d'unification de l'Italie, la transformant en un État unifié avec une citoyenneté unique. Mais elle exacerba également au plus haut point toutes les contradictions internes de Rome. Des centaines de milliers de nouveaux citoyens devaient être inscrits dans les tribus, c'est-à-dire les circonscriptions électorales, et de la manière dont cela serait fait dépendait l'issue de tout vote. Les populaires exigeaient leur inscription dans les 35 tribus, ce qui leur donnerait une majorité garantie. Les optimates voulaient les inscrire seulement dans quelques nouvelles tribus, pour limiter leur influence. Cette question devint une nouvelle poudrière. Et pour Sylla, la guerre fut un triomphe.
Il revint à Rome en héros principal, éclipsant par sa gloire même le vieux Marius. Sa popularité était à son comble. En 88 avant notre ère, sur la vague de son succès, il fut élu à la plus haute magistrature de la République. Il devint consul. Il avait 50 ans. Il avait atteint le sommet du cursus honorum et en tant que consul, il devait recevoir la nomination la plus convoitée par tout général romain, le commandement dans la nouvelle grande et riche guerre qui s'embrasait en Orient contre son vieil ennemi, le roi Mithridate. Il semblait que la fortune le menait de succès en succès. Mais c'est précisément à ce moment, au sommet de sa gloire, qu'il se heurta à une dernière tentative désespérée de son vieil ennemi, Caius Marius, de reprendre la première place. Cet affrontement deviendra le détonateur qui fera exploser la République. L'an 88 avant notre ère. Lucius Cornelius Sylla avait atteint l'apogée de sa carrière. Il était consul, magistrat suprême de la République romaine. Il était le héros de la guerre sociale, couronné des plus hautes distinctions militaires. Et par tirage au sort, que le Sénat confirma avec joie, il reçut la nomination la plus convoitée, le commandement de la guerre contre le roi du Pont, Mithridate Six Upator. Cette guerre n'était pas une simple expédition coloniale, elle était d'une nécessité vitale. Mithridate, souverain charismatique et ambitieux d'un royaume hellénistique sur les rives de la mer Noire, avait lancé un défi ouvert à Rome. Profitant du fait que Rome était embourbée jusqu'au cou dans la guerre sociale, il s'était emparé de presque toute l'Asie mineure. Puis, en un seul jour, sur son ordre secret, toute la population romaine et italienne de la province d'Asie fut massacrée. Plus de 80 000 personnes périrent. Ce furent les vêpres asiatiques. Après cela, Mithridate passa en Grèce, où les habitants l'accueillirent comme un libérateur de la domination romaine. Le prestige et l'économie de Rome avaient subi un coup terrible. La guerre était inévitable, et elle promettait au général qu'il amènerait des richesses incalculables et une gloire éternelle. Pour Sylla, c'était son heure de gloire. Il rassemblait déjà ses légions en Campanie, se préparant à embarquer pour l'Orient. Mais il n'avait pas tenu compte d'une chose, le désespoir et l'ambition insatisfaite de son vieil ennemi. Caius Marius, qui approchait des 70 ans, ne pouvait supporter que cette grande guerre, cette chance d'un 7e consulat et d'un nouveau triomphe, revienne à son rival haï. Il estimait que lui seul, le sauveur de Rome face aux Cimbres, était digne de mener les légions contre le nouvel ennemi. Le vieux loup décida d'agir à sa manière habituelle, par la démagogie et la violence. Il conclut une alliance avec un tribun de la plèbe ambitieux et sans scrupules nommé Publius Sulpicius Rufus. Sulpicius, un ancien aristocrate passé dans le camp des populares, était un orateur brillant et un maître de la politique de rue. Il entretenait à ses frais une bande armée de 3000 coupe-jarrets qu'il appelait son antisénate. Sulpicius présenta à l'Assemblée du peuple une série de projets de loi. Le principal était la loi sur la répartition des nouveaux citoyens italiens dans les 35 tribus. Cela assurait aux populares une majorité garantie à toutes les élections. Les optimates et le consul Sylla étaient catégoriquement opposés. Pour bloquer le vote, Sylla déclara des jours fériés. Mais Sulpicius ne s'arrêta pas là. Ses partisans armés firent irruption sur le forum, où les consuls s'exprimaient. Des troubles éclatèrent, le fils du second consul fut tué. Sylla lui-même échappa de justesse à la mort. Par une ironie du sort, il fut contraint de se réfugier dans la maison de Marius. Une conversation brève et tendue eut lieu entre eux. Sous la menace d'une mort imminente, Sylla fut contraint d'annuler les jours fériés. Après cela, Sulpicius fit immédiatement passer sa loi sur les Italiens. Puis, s'appuyant sur l'Assemblée du peuple nouvellement habilitée, il porta un coup dans le dos à Sylla. Une loi fut adoptée qui retirait à Sylla le commandement de la guerre contre Mithridate et le transférait à Caius Marius. C'était une gifle inouïe aux consuls en exercice et au Sénat. Des tribuns militaires furent envoyés à Rome
pour prendre le commandement de l'armée de Sylla. Sylla se trouvait alors dans son camp militaire à Nola. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il se trouva face à un choix terrible. Obéir à une décision illégale mais formellement adoptée par l'Assemblée du peuple signifiait enterrer sa carrière, céder sa gloire à son ennemi et, très probablement, à son retour à Rome, être jugé et exilé. Désobéir signifiait se rebeller contre la volonté du peuple et devenir un insurgé. Et Sylla prit une décision qui changea à jamais l'histoire de Rome. Il fit ce que personne avant lui n'avait fait. Il s'adressa à ses soldats. C'étaient ses légions, les vétérans de la guerre sociale qui l'idolâtraient. Il leur raconta comment on lui retirait illégalement son commandement, à lui, leur consul et leur général, mais surtout, il toucha le point le plus sensible. Il leur dit que Marius lèverait une nouvelle armée, et qu'il les licencierait, et qu'alors tout le butin fabuleux que promettait la guerre en Orient ne leur reviendrait pas, mais aux soldats de Marius. L'armée rugit d'indignation. Les soldats, transformés de citoyens en professionnels, étaient dévoués non pas à une république abstraite, mais à leur général qui les menait à la gloire et, plus important, au butin. Ils déclarèrent qu'ils étaient prêts à le suivre n'importe où. Lorsque les émissaires de Rome arrivèrent au camp, les légionnaires les mirent en pièces. Et alors Sylla donna l'ordre. 6 légions, environ 30 000 hommes, tournèrent sur leurs enseignes, s'éloignant de la côte d'où ils devaient embarquer pour l'Orient, et marchèrent vers le nord, vers Rome. C'était un acte impensable pour la conscience romaine. L'armée de la République, dirigée par un consul en exercice, marchait en guerre contre la capitale de la République. C'était un sacrilège, une violation de toutes les lois divines et humaines. Aucun général n'avait le droit de faire entrer des troupes dans les limites sacrées de la ville, le pomerium. C'était un crime passible de la peine de mort. Presque tous les officiers de Sylla, à l'exception d'un seul, refusèrent de participer à cette marche et s'enfuirent à Rome. Mais les soldats le suivirent. Marius et Sulpicius, qui ne s'attendaient pas à une telle réaction, tentèrent d'organiser la défense. Ils armèrent des gladiateurs et des citadins. Mais que pouvait faire cette foule hétéroclite contre des légions aguerries? Sylla arriva aux portes de Rome. Des ambassadeurs du Sénat vinrent à sa rencontre, le suppliant de s'arrêter. Il fit semblant d'accepter des négociations, mais, endormant leur méfiance, il lança ses troupes à l'assaut. Des combats s'engagèrent dans les rues et sur les places de la ville éternelle. C'était la première fois que Rome était prise d'assaut par sa propre armée. La résistance fut rapidement brisée. Marius et Sulpicius s'enfuirent. Sylla devint le maître de la ville. Il convoqua immédiatement le Sénat et déclara Marius, Sulpicius et 10 autres de leurs plus éminents partisans ennemis de la patrie. Cela signifiait que n'importe qui pouvait les tuer sans procès. Sulpicius fut bientôt capturé et exécuté. Sa tête fut exposée sur les rostres. Marius, après une série d'aventures humiliantes et presque comiques, réussit à s'enfuir en Afrique. Sylla fit passer plusieurs lois annulant toutes les dispositions de Sulpicius et renforçant le pouvoir du Sénat. Il fit jurer au nouveau consul Lucius Cornelius Cinna qu'il ne changerait pas l'ordre qu'il avait établi. Après cela, n'étant resté que quelques jours à Rome, il reprit, comme si de rien n'était, son armée et embarqua pour l'Orient, pour combattre Mithridate. Il avait sauvé son commandement. Il avait rendu le pouvoir aux optimates. Mais le prix était monstrueux. Il avait créé un précédent. Il avait montré que celui qui a une armée dévouée peut dicter sa volonté à Rome. Il avait appris aux Romains à se battre contre les Romains. Le Rubicon avait été franchi 39 ans avant César. Sylla avait ouvert la boîte de Pandore et il était désormais impossible de la refermer. Il partait combattre un ennemi extérieur. Mais il laissait derrière lui une ville dans laquelle il avait semé les graines d'une nouvelle guerre civile, encore plus terrible. Tandis que Sylla, après avoir déclaré ses ennemis hors la loi, s'embarquait à la hâte pour l'Orient, Rome, stupéfaite et humiliée, retenait son souffle.
La ville était comme une poudrière sur laquelle une mèche avait déjà été allumée. Sylla avait laissé au pouvoir ses partisans, mais il n'avait pu emporter avec lui ses légions de la peur. Et à peine ses navires eurent-ils disparu à l'horizon que la mèche s'enflamma. L'un des consuls élus pour l'an 87 avant notre ère était Lucius Cornelius Cinna. Il avait prêté serment de fidélité à Sylla, mais il était impopulaire par conviction et un ambitieux par nature. À peine Sylla partit, Cinna reprit immédiatement la politique de Sulpicius et souleva de nouveau la question de la répartition des Italiens dans les tribus. Son collègue au consulat, Cnaeus Octavius, fidèle partisan de Sylla, s'y opposa. Des affrontements armés reprirent sur le forum. Cette fois, les Optimates l'emportèrent. Cinna fut déclaré ennemi de la patrie et chassé de Rome. Mais Cinna n'avait pas l'intention de se rendre. Il répéta la manœuvre de Sylla, mais en sens inverse. Il s'enfuit vers le sud, en Campanie, où se trouvaient les légions romaines recrutées parmi les Italiens. Il s'adressa aux soldats, les persuadant que lui, consul légitimement élu, avait été chassé par une poignée d'aristocrates. Il leur promit tout ce qu'ils voulaient, et l'armée le suivit. Et c'est alors que, de son exil africain, tel un spectre de la vengeance, revint Caius Marius, le vieil homme de 70 ans, humilié mais non brisé, débarqua en Étrurie et commença à rassembler sa propre armée de vétérans, d'anciens esclaves et de tous les mécontents. Il rejoignit Cinna. Les deux exilés, ayant uni leurs forces, marchèrent sur Rome. Commença le deuxième siège de la ville éternelle en 2 ans. Cette fois, la ville était défendue par les troupes des Optimates sous le commandement d'Octavius et de Cnaeus Pompeius Strabo. Mais l'armée des Marianistes était plus forte et plus motivée. Ils coupèrent les approvisionnements en nourriture et la famine commença à Rome. Après une courte résistance, le Sénat capitula. Cinna et Marius entrèrent dans la ville, et la terreur commença, en comparaison de laquelle les actions de Sylla 1 an plus tôt semblaient un jeu d'enfant. Le vieux Marius, dont l'âme était empoisonnée par une soif de vengeance pour toutes les humiliations subies, lâcha ses soldats. Commença une semaine de meurtres sans procès. Les soldats faisaient irruption dans les maisons des sénateurs optimates et les tuaient sur le champ. Les têtes des ennemis de Marius étaient exposées sur les rostres. Le consul Octavius fut tué, ainsi que le célèbre orateur Marc-Antoine, grand-père de ce même Marc-Antoine, et des dizaines d'autres des plus nobles hommes de Rome. Les biens des tués étaient confisqués. Plutarque écrit que Marius parcourait la ville et que les sénateurs auxquels il ne répondait pas à leur salut étaient tués sur le champ. Marius et Cinna se proclamèrent consuls sans élection pour l'année suivante, 86 avant notre ère. Pour Marius, c'était son 7e consulat, un record qui lui avait été jadis prophétisé. Il avait atteint tout ce qu'il voulait. Il s'était vengé de ses ennemis, mais son triomphe fut de courte durée. 13 jours après son entrée en fonction, au milieu de sa frénésie sanglante, il mourut. Selon une version de maladie, selon une autre, de folie et d'alcoolisme. Le pouvoir à Rome passa pour les 4 années suivantes à Cinna. Ce fut l'époque du règne de Cinna. Il était de fait un dictateur, se faisant réélire consul chaque année. Lui et ses partisans marianistes gouvernaient Rome. Sylla fut déclaré par contumace ennemi de la patrie, ses biens furent confisqués, sa maison détruite, et sa famille, sa femme et ses enfants réussit de justesse à fuir Rome pour le rejoindre en Grèce. Et Sylla lui-même? Pendant toutes ces 4 années, tandis que ses ennemis régnaient à Rome, il menait une guerre des plus difficiles en Orient. Il se trouvait dans une situation incroyablement complexe. Il était un général sans état. Le gouvernement de Rome le considérait comme un criminel. Il n'avait ni argent, ni renfort. Il n'avait que son armée et sa volonté. Arrivé en Grèce, il assiégea immédiatement le principal bastion de Mithridate, Athènes. Le siège fut long et cruel.
Pour construire des machines de siège, Sylla n'hésita pas à faire abattre les bosquets sacrés de l'académie et du lycée. Pour payer ses soldats, il pilla les trésors des plus grands temples de Grèce, à Olympie, Delphes, Épidore. Finalement, le 1er mars de l'an 86 avant notre ère, l'année même de la mort de Marius à Rome, Athènes tomba. Sylla livra la ville au pillage de ses soldats exaspérés. Un terrible massacre commença. Le sang, selon Plutarque, coulait à flots dans les rues. Après cela, Sylla marcha à la rencontre des principales forces de Mithridate. D'immenses armées pontiques, plusieurs fois supérieures en nombre à la sienne, furent lancées contre lui. Mais Sylla était un génie militaire. En 2 batailles grandes, Chéronée et à Orchomène, il écrasa complètement l'ennemi. Ces batailles devinrent des classiques de l'art militaire. Sylla mena personnellement les légions au combat, arrêtant par son exemple les soldats en fuite. Il remporta la victoire grâce à sa maîtrise tactique, une discipline de fer et la foi sans borne de ses soldats en leur général Félix. Après ces victoires, toute la Grèce fut nettoyée des troupes de Mithridate. Au même moment, une autre armée romaine, envoyée par le gouvernement de Cinna, débarqua en Asie, officiellement pour combattre Mithridate, mais en réalité pour combattre Sylla. Mais son commandant fut tué par ses propres soldats, qui ne voulaient pas se battre contre des compatriotes. Sylla passa en Asie. Mithridate, vaincu, demanda la paix. En 85 avant notre ère, un traité de paix fut conclu dans la ville de Dardanos. Les conditions étaient étonnamment clémentes. Mithridate renonçait à toutes ses conquêtes, payait une contribution de guerre et livrait sa flotte à Rome. Sylla ne chercha pas à l'achever. Il avait besoin de terminer au plus vite la guerre en Orient, car la guerre principale l'attendait, la guerre pour Rome. Il passe l'hiver en Asie, réglant les affaires et collectant de l'argent. Il infligea à la province une amende énorme pour son soutien à Mithridate. Après quoi, ayant rassemblé son armée et sa flotte, chargé d'un butin incalculable, Lucius Cornelius Sylla, ennemi de la patrie aux yeux de la Rome officielle, vainqueur de Mithridate et idole de ses soldats, remit le cap sur l'Italie. Il allait reconquérir sa patrie. La guerre civile entrait dans sa phase décisive, la plus sanglante. Au printemps de l'an 83 avant notre ère, Lucius Cornelius Sylla débarqua à Brendes, sur le talon de la botte italienne. Il menait avec lui une armée de vétérans aguerris, environ 40 000 hommes, qui lui étaient dévoués jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Il ne revenait pas en exilé demandant grâce, et grâce, mais en conquérant. Toute l'Italie retint son souffle. Le gouvernement marianiste à Rome n'était pas resté inactif. Il savait que Sylla reviendrait et se préparait à la guerre. Des forces immenses furent rassemblées, 3 à 4 fois supérieures en nombre à l'armée de Sylla. Lucius Cornelius Scipion Asiaticus et Caius Norbanus furent élus consuls. Il semblait que Sylla n'avait aucune chance, mais il possédait 3 avantages décisifs. Premièrement, son armée était composée de professionnels, les vainqueurs de Mithridate, tandis que l'armée marianiste était principalement constituée de recrues. Deuxièmement, Sylla lui-même était un général incomparablement plus talentueux que ses adversaires. Et troisièmement, l'aristocratie romaine commença à passer de son côté. À peine avait-il débarqué que de jeunes représentants de familles nobles, fuyant le régime marianiste, commencèrent à affluer vers son camp. Parmi eux se trouvait Marcus Licinius Crassus, dont le père et le frère avaient été tués par les marianistes, et le jeune Cnaeus Pompeius, âgé de 23 ans. Pompée, sans attendre d'autorisation, à ses risques et périls, rassembla dans sa région natale du Picenum 3 légions de vétérans de son père et les amena à Sylla. Sylla, impressionné par l'audace et le talent du jeune homme, le salua du titre honorifique de « impérateur ». C'est ainsi que commença l'ascension des futurs triumvirs Crassus et Pompée le Grand.
Silla marcha vers le nord. Sa progression fut triomphale. Il écrasa l'armée de Norbanus au mont Tifata, puis il se produisit quelque chose de révélateur. L'armée du second consul, Scipion, qui campait en face des troupes de Silla, passa tout entière, sans combat, de son côté, laissant son général seul dans sa tente. Les soldats ne voulaient pas se battre contre le légendaire Silla. La guerre dura 2 ans, embrasant toute l'Italie. Ce fut un massacre cruel et impitoyable. Les villes changeaient de main. Sillaniens et Marianistes s'exterminaient avec une fureur inouïe. À Rome, pendant ce temps, la terreur continuait. Le préteur Damasippus, sur ordre de Caius Marius le Jeune, fils du grand Marius, assiégé à Préneste, rassembla au Sénat les derniers sénateurs optimates qui y restaient et les massacra tous. À l'automne de l'an 82 avant notre ère, l'issue de la guerre était pratiquement décidée. Les marianistes étaient vaincus sur tous les fronts, mais ils rassemblèrent leur dernière somme force pour un coup décisif. Une immense armée composée des restes des troupes vaincues et, surtout, de dizaines de milliers de Samnites marcha sur Rome. Les Samnites, anciens ennemis de Rome, s'étaient joints aux marianistes, comprenant que la victoire de Sylla signifierait pour eux la fin. Pour eux, c'était la dernière chance de détruire le « repère de la louve », comme ils appelaient Rome. Sylla, apprenant cela, se précipita à marche forcée pour défendre la capitale. Les deux armées se rencontrèrent le 1er novembre 82 avant notre ère, aux portes-collines de Rome. Ce fut l'une des batailles les plus terribles et les plus décisives de l'histoire romaine. La bataille commença en fin d'après-midi et dura toute la nuit. Ce ne fut pas une bataille, mais une boucherie monstrueuse. L'aile gauche de l'armée de Sylla, qu'il commandait personnellement, fut enfoncée et repoussée jusqu'au mur même de la ville. Les soldats s'enfuirent en panique. Tout semblait perdu. Sylla se démenait sur le champ de bataille, tentant d'arrêter la déroute. Il s'empara d'un étendard et se jeta à la rencontre des ennemis, criant à ses soldats qu'il était prêt à mourir là et qu'il pourrait ensuite répondre à la question de savoir où ils avaient trahi leur général. Il réussit à grand-peine à rassembler les restes de ses troupes et à se fortifier dans son camp. Mais sur l'aile droite, commandée par Marcus Crassus, les Sillaniens remportèrent une victoire complète. Ils écrasèrent l'ennemi et le poursuivirent tard dans la nuit. L'issue de la bataille resta incertaine jusqu'au matin. Ce n'est qu'à l'aube qu'il devint clair que Sylla avait gagné. Le champ de bataille offrait un spectacle cauchemardesque. Des dizaines de milliers de cadavres couvraient le sol. Les pertes des deux côtés étaient énormes. La victoire était totale, mais elle avait été achetée à un prix terrible. Après la bataille, Sylla montra ce qu'était sa clémence. Plusieurs milliers de Samnites qui s'étaient rendus furent sur son ordre conduits au champ de Mars et y furent massacrés jusqu'au dernier. Leurs cris d'agonie s'entendaient jusqu'au temple de Bellone, où Sylla, au même moment, s'adressait froidement au Sénat. Aux regards inquiets des sénateurs, il lança une phrase glaciale, leur demandant de continuer, car ce n'étaient que quelques rebelles qui recevaient ce qu'ils méritaient. La guerre civile était terminée. Sylla était le seul maître de Rome et de l'Italie, mais ce n'était que le prologue de l'acte le plus terrible de son règne. La bataille sur le champ de bataille était terminée, mais celle des rues commençait. L'ère des proscriptions commençait. Rome gisait à ses pieds, baignée de sang et folle de peur. Sylla avait remporté une victoire militaire totale. Il lui fallait maintenant la consolider politiquement. Il n'avait pas l'intention de répéter l'erreur de Marius en s'appuyant sur la terreur de rue. Il lui fallait un pouvoir légitime, absolu, illimité, et il l'obtint. Sur sa proposition, le Sénat, ou plutôt ce qu'il en restait, s'adressa au peuple pour lui proposer d'élire un dictateur, mais pas un dictateur ordinaire, nommé dans l'Antiquité pour 6 mois afin de repousser une menace militaire. Sylla fut élu dictateur pour écrire les lois et organiser la République. La durée de son mandat n'était pas limitée. Son pouvoir était absolu. Toutes ses actions, passées et futures, étaient indéclarées légales d'avance. Il était au-dessus de la loi. Il était la loi même.
La République se mit volontairement des chaînes. Ayant obtenu ce pouvoir monstrueux, Sylla commença par purifier l'État. Il déclara qu'il n'aurait de repos qu'après avoir exterminé tous ses ennemis. Ainsi commencèrent les proscriptions, l'invention la plus terrible de Sylla. Ce ne fut pas un massacre chaotique, comme sous Marius, mais un meurtre de masse méthodique et organisé bureaucratiquement. Comme nous l'avons déjà décrit, des listes de personnes déclarées ennemies de la patrie étaient affichées sur le forum. N'importe qui pouvait tuer un proscrit et recevoir pour cela une récompense de 2 talents d'argent. Les biens du tué étaient entièrement confisqués au profit de l'État. Les fils et petits-fils des proscrits étaient privés de leurs droits civiques et de la possibilité d'occuper des charges publiques. C'était une malédiction qui s'abattait sur des générations entières. Rome plongea dans un cauchemar. Les proscriptions devinrent un prétexte pour des règlements de comptes personnels et, surtout, pour un enrichissement monstrueux. Les compagnons de Sylla, tels que Marcus Crassus, amassèrent d'immenses fortunes en rachetant les biens des proscrits. N'importe quel homme riche pouvait être inscrit sur la liste simplement pour s'emparer de sa villa. Une anecdote célèbre raconte qu'un homme, venant au forum et voyant son nom sur la liste, s'exclama que c'était sa villa d'Albe qui le perdait. La terreur s'étendit à toute l'Italie. Les villes qui avaient soutenu les marianistes furent cruellement punies. Leurs terres furent confisquées et distribuées aux vétérans de Sylla. Plus de 100 000 soldats reçurent des parcelles dans toute l'Italie, créant un nouveau soutien pour le régime. Combien de personnes périrent pendant les proscriptions? Les chiffres exacts sont inconnus. Les auteurs anciens parlent de 4 700 proscrits, dont une quarantaine de sénateurs, mais ce ne sont que les listes officielles. Le nombre réel de victimes, y compris celles qui furent tuées sans être inscrites sur les listes, était bien plus élevé. Ayant assouvi sa vengeance et nettoyé le terrain, Sylla passa à la deuxième partie de sa mission, la réforme de l'État. Son but était la restauration. Il croyait sincèrement que tous les maux de la République provenaient de l'affaiblissement du pouvoir du Sénat et du renforcement des institutions démocratiques, de l'Assemblée du peuple et, en particulier, des tribuns de la plèbe. Il décida de remonter le cours de l'histoire, de ramener Rome à l'époque d'avant les Gracques, à l'âge d'or de l'oligarchie sénatoriale. Son activité législative fut d'une ampleur et d'une portée considérables. Les lois cornéliennes touchaient à toutes les sphères de la vie. Il augmenta considérablement le nombre de sénateurs, de 300 à 600, le complétant avec ses partisans issus de l'ordre équestre et de la noblesse italienne. Cela affaiblissait les anciennes cliques aristocratiques et rendait le Sénat plus loyal. Il réglementa strictement le cursus honorum, établissant un âge minimum pour chaque charge et un intervalle obligatoire entre elles. Cela devait empêcher l'ascension trop rapide de politiciens ambitieux comme Marius. Ce fut le coup principal porté aux populaires. Sylla anéantit pratiquement le pouvoir du tribunat. Les tribuns furent privés de l'initiative législative, car ils ne pouvaient présenter des projets de loi qu'avec l'approbation du Sénat et du droit de veto. Et surtout, l'exercice de la charge de tribun fermait désormais la voie à toutes les autres magistratures, la rendant peu attrayante pour les ambitieux. Il retira les tribunaux aux chevaliers, les remettant entièrement sous le contrôle des sénateurs. Il réorganisa le système judiciaire, créant des tribunaux pénaux permanents pour différents types de crimes. Pour empêcher l'apparition de nouveaux Sylla, il fit passer une loi interdisant aux gouverneurs de province de quitter leur province, de mener des guerres de leur propre initiative et de faire entrer des troupes en Italie. Par une ironie du sort, il interdisait précisément ce qu'il avait fait lui-même. Ce fut une tentative grandiose de révolution conservatrice. Sylla, arrivé au pouvoir par les méthodes les plus révolutionnaires et illégales, utilisa ce pouvoir pour restaurer l'ancien ordre aristocratique. Il était comme un chirurgien qui, pour sauver son patient, lui ampute tous ses membres et tente de le forcer à vivre comme si de rien n'était.
Il régna en monarque absolu pendant 2 ans. Il portait le titre de Félix. Il célébra un triomphe grandiose sur Mithridate. Il reconstruisit le temple de Jupiter sur le Capitole qui avait brûlé pendant les troubles. Il était tout-puissant, et c'est alors qu'en 79 avant notre ère, il fit ce que personne n'attendait de lui, ce qui stupéfia ses contemporains et les historiens de tous les siècles suivants. Au sommet de sa puissance, ayant, comme il le croyait, renforcé la République, il fit l'impensable. Il renonça volontairement à ses pouvoirs dictatoriaux. Sur le forum, devant une foule stupéfaite, Lucius Cornelius Sylla, le tout-puissant dictateur, entouré de ses licteurs, déposa les insignes du pouvoir illimité. Il congédia ses gardes du corps et déclara qu'il était prêt à rendre compte de ses actes à n'importe quel citoyen. Il resta seul, comme un simple sénateur, et à pied, à travers les rangs de gens paralysés par le choc et la peur, il rentra chez lui. La République qu'il avait tenue dans une poigne de fer se retrouvait soudain de nouveau seule. Cet acte est la plus grande énigme de Sylla. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi un homme qui avait versé des fleuves de sang pour s'emparer du pouvoir absolu y a-t-il renoncé si facilement? Les historiens n'ont pas de réponse unanime. Une version veut que Sylla ait été un républicain conservateur sincère, bien que cruel. Toute sa dictature, de son point de vue, n'était qu'une mesure d'exception, nécessaire pour sauver l'État. Il se voyait non pas comme un tyran, mais comme un réformateur, un nouveau Camille, qui, après avoir rétabli l'ordre, rendait le pouvoir au Sénat et au peuple. Ayant accompli sa mission, écrit les lois et renforcé la République, il considérait son devoir accompli. Son but n'était pas le pouvoir personnel, mais la restauration de l'ancien ordre. Et lorsqu'il jugea que cet ordre était restauré, il se retira. Une autre version, plus cynique, affirme que son départ fut la manifestation suprême du pouvoir et du mépris. Il avait créé un système qui, croyait-il, fonctionnerait sans lui. Il avait placé ses hommes à tous les postes clés. Il avait installé dans toute l'Italie 100 000 vétérans, prêts à tout moment à prendre les armes pour le défendre, lui et ses lois. Il était certain que personne n'oserait le défier, même après sa démission. Son départ était une démonstration qu'il ne craignait personne, que son héritage était solide. C'était un geste d'une confiance en soi absolue. Une troisième version, plus terre à terre. Peut-être était-il simplement fatigué. Il avait déjà 60 ans. Toute sa vie avait été une succession de guerres incessantes et de luttes politiques. Il était épuisé. De plus, sa santé était minée. Il souffrait d'une maladie grave et répugnante, que les auteurs anciens décrivent comme la phthirias. Son corps aurait commencé à se décomposer de son vivant et à grouiller de poux. Les médecins modernes supposent qu'il pouvait s'agir d'une cirrhose du foie ou d'une forme de cancer. Peut-être, sentant la fin approcher, voulait-il simplement passer le reste de ses jours en paix et dans les plaisirs. Quelle qu'en ait été la raison, Sylla se retira dans sa luxueuse villa de Cums sur les rives du golfe de Naples. Là, il se livra au mode de vie qu'il avait mené dans sa jeunesse. Il s'entoura d'acteurs, de danseuses, d'écrivains. Il organisait des festins grandioses, chassait, pêchait. Il écrivit ses mémoires en 22 livres, malheureusement perdus, dans lesquels il justifiait ses actions et exaltait sa protectrice, la fortune. Mais même à la retraite, il restait Sylla. Lorsqu'un voisin refusa de payer une dette au trésor, Sylla, entrant en fureur, ordonna à ses serviteurs de l'étrangler sur le champ. Cet accès de colère, selon Plutarque, fut la cause de sa mort. Il se mit à vomir du sang et, après une nuit d'agonie, il s'éteignit. Il mourut en 78 avant notre ère. Sa mort suscita des controversées à Rome. Les populaires exigèrent qu'on lui refuse des funérailles nationales et qu'on jette son corps dans le Tibre, comme on le faisait pour les ennemis de la patrie. Mais ses vétérans et ses partisans eurent un gain de cause. Les funérailles de
Les funérailles de Sylla furent les plus somptueuses que Rome ait jamais vues. Un immense cortège transporta son corps de Cumes à Rome. Sur le champ de Mars, un gigantesque bûcher funéraire fut érigé. Sénateurs, chevaliers, légions de vétérans, tous vinrent lui dire adieu. On dit que le jour de sa crémation, alors qu'il se mit à pleuvoir et que la pluie menaçait d'éteindre les flammes, un vent violent se leva qui attisa le feu jusqu'au ciel. Même la nature semblait obéir à la volonté du favori de la fortune. Sur sa tombe, selon sa propre volonté, fut gravée une épitaphe qui décrit le mieux toute sa vie. « Nul ami ne m'a fait plus de bien, et nul ennemi ne m'a fait plus de mal sans que je ne lui ai rendu la pareille au centuple. » Il partit, laissant derrière lui une Rome méconnaissable. Il pensait avoir sauvé la République. Mais en réalité, il n'avait fait que montrer comment la détruire. Lorsque la fumée du bûcher funéraire de Sylla se dissipa au-dessus du champ de Mars, Rome se retrouva dans une nouvelle réalité. Sylla était parti, mais son ombre planait toujours sur la République, longue et froide. Quel était donc son véritable héritage? Fut-il le dernier des républicains ou le premier des empereurs? Un sauveur ou un destructeur? Du point de vue de ses partisans et de nombreux historiens d'obédience conservatrice, il fut un grand réactionnaire, une figure tragique qui tenta l'impossible, faire reculer par la force la roue de l'histoire. Il voit en lui l'homme qui, seul, comprit la profondeur de la maladie qui rongeait la République et eut le courage d'employer les méthodes les plus radicales pour la soigner. Ces réformes, visant à restaurer le pouvoir du Sénat et le gouvernement aristocratique, furent, de ce point de vue, la dernière tentative désespérée de sauver l'ancien monde du chaos de la démocratie et de la tyrannie des populaires ambitieux. Sa cruauté fut terrible, mais c'était le prix nécessaire pour rétablir l'ordre. Pour ses adversaires, anciens et modernes, il est un monstre, un tyran sanguinaire dont les ambitions personnelles et l'esprit de vengeance coûtèrent à Rome des centaines de milliers de vies. Il voit en lui l'homme qui, pour le pouvoir et la gloire, piétina toutes les lois et traditions. Ses proscriptions ne furent pas un acte de purification de l'État, mais un banditisme légalisé. Ces réformes ne furent pas le salut de la République, mais une tentative de conserver le pouvoir d'une oligarchie corrompue, vouée à l'échec. La vérité, comme toujours, est plus complexe. Sylla était un homme de profondes contradictions. C'était un patriote qui fut le premier à mener une armée contre sa propre patrie. C'était un législateur qui arriva au pouvoir en violant toutes les lois. C'était un restaurateur dont les méthodes changèrent à jamais ce qu'il tentait de restaurer. Ces réformes se révélèrent étonnamment éphémères. Il tenta de tuer le tribunat, mais 10 ans seulement après sa mort, Pompée et Crassus, ses propres anciens légats, restaurèrent entièrement le pouvoir des tribuns de la plèbe pour s'assurer le soutien du peuple. Il tente de renforcer le Sénat, mais le remplit de ses partisans, le transformant en un instrument docile plutôt qu'en un organe de pouvoir indépendant. Ces lois furent balayées par la première vague de nouvelles ambitions politiques. Mais son véritable héritage, indélébile, ne résidait pas dans ces lois, mais dans son exemple. Premièrement, il prouva définitivement ce que Marius avait commencé. Une armée professionnelle et dévouée est l'argument politique décisif. Il montra que des légions fidèles à leur général, et non au Sénat et au peuple de Rome, peuvent s'emparer du pouvoir. Cette leçon fut parfaitement apprise par ses successeurs, Pompée, Crassus et surtout Caius Julius César. Toute l'histoire ultérieure de la chute de la République est l'histoire de la lutte des généraux à la tête de leurs armées personnelles. Sylla leur a ouvert la voie. Deuxièmement, il a légitimé la violence comme instrument de résolution des problèmes politiques. Les proscriptions, la déclaration de citoyens comme ennemis de la patrie, la guerre civile, tout cela, grâce à Sylla, entra dans l'arsenal politique de Rome. Il a fait monter les enchères du jeu politique au maximum. Désormais, perdre ne signifiait plus une retraite honorable, mais l'exil et la mort. Ainsi, Sylla,
en essayant de sauver la République, lui porta un coup mortel. Il voulait la guérir de sa maladie, mais au lieu de cela, il tua son système immunitaire. La fidélité aux traditions, le respect de la loi, l'idée qu'un citoyen ne peut lever les armes contre un autre citoyen. Il ne fut pas le premier empereur, mais il créa toutes les conditions pour leur apparition. Il fut celui qui montra le chemin à César. L'histoire de Lucius Cornelius Sylla Felix n'est pas simplement l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un tournant, où une grande civilisation, incapable de surmonter ses contradictions internes, plongea dans l'abîme de la guerre civile, d'où elle sortira complètement transformée en empire. C'est un rappel éternel que l'ordre acheté au prix de la liberté et du sang se révèle toujours fragile, et que celui qui tente de sauver le passé l'épée à la main risque de détruire à jamais l'avenir. Vous avez écouté l'histoire de Lucius Cornelius Sylla, une histoire sur la manière dont l'aspiration à l'ordre peut engendrer le plus grand des chaos. Merci de votre temps et de votre attention. Si vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus dramatiques et ambiguës de l'histoire mondiale, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez ce récit avec ceux que cela pourrait intéresser. De nombreux autres voyages dans le temps nous attendent.